c'est la 8e journée d'études du LIREL et qui se tient pour la première fois, Isabelle le disait, à Québec. La thématique qui avait été choisie pour cette journée d'études, c'est décloisonner l'enseignement de la littérature au collégial avec cette idée d'explorer, de réfléchir aux nombreux liens qu'on peut faire entre la littérature et les autres disciplines, puis aussi explorer le potentiel didactique et poétique des autres lieux que la classe. Alors, c'est ce qui nous a donné l'idée d'aller voir ailleurs et de vous accueillir ici au Cégep Garneau et en particulier dans ce centre de démonstration en sciences physiques qui nous semblait incarner physiquement cet idéal d'interdisciplinarité. Et je me suis un peu donné le mandat avec Dominique de faire des liens entre l'enseignement de la littérature et la science physique. Alors, j'espère que vous allez me suivre dans mon délire. Donc, c'est vraiment pour exploiter le potentiel de cette salle que j'ai eu l'idée en ouverture de cette journée de me livrer à une rêverie poético-didactique, des questions de pas trop mettre les attentes élevées, inspiré par tous ces équipements de vulgarisation scientifique qui nous entourent. Et je remercie d'ailleurs Dominique Boudreau et Vincent Pajot, respectivement conseillers en éducation scientifique et techniciens rattachés ici au centre de démonstration en sciences physiques, d'avoir accepté de mettre leur expérience, leur connaissance, leur génie inventif au service de cette démo-performance. À l'aide de quelques démonstrations qui servent habituellement à illustrer des concepts de sciences physiques, on va essayer d'alimenter une réflexion didactique sur l'enseignement de la littérature. Mon point de départ, c'est que quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire, je rêvais d'être prof de sciences. J'enseigne aujourd'hui la littérature et je le vis pas comme un échec. En y pensant bien, même, je me dis, il y a plusieurs liens quand même. Puis mon idéal d'enseignement n'a pas vraiment changé finalement en passant d'une discipline à l'autre. J'ai toujours imaginé mon enseignement comme étant une manière de piquer la curiosité des élèves, de les inciter à regarder au plus près les phénomènes qui les entourent, une manière de voir au-delà des apparences, de remettre en question leurs idées reçues. Ça pouvait se faire en sciences, comme ça peut se faire en enseignement de la littérature. Ce qui m'attirait dans les sciences au départ, avant que je découvre au cégep l'enseignement de la littérature, la philosophie, ces disciplines-là, mon idée, c'était de pouvoir avoir un laboratoire, faire des expériences, des démonstrations, faire exposer des trucs, pour frapper l'imaginaire des élèves, pour faire naître des questionnements par l'expérience concrète, fournir un point d'ancrage aussi aux connaissances à acquérir. Et avec le temps, je me suis dit, la littérature, c'est un laboratoire de l'imaginaire qui passe par le langage, qui nous fait voyager, qui nous fait vivre toutes sortes d'expériences, qui nous permet de tester d'autres moi potentiels. Donc, ça me semblait tout à fait intéressant, puis même m'a donné encore plus de liberté dans mon enseignement. Donc, je suis très content de mon choix, malgré tout. Donc, quand j'enseigne la littérature, ce que je souhaite avant tout, c'est faire vivre à mes élèves des expériences riches et transformatrices par les livres, et la valeur qu'ils accorderont à la littérature et les bienfaits, je pense, qu'ils pourront en ressentir, tient pour beaucoup à la qualité de la relation qu'ils vont réussir à établir avec le texte. Et c'est cette qualité de relation que j'essaie d'accompagner, de développer. Pour cela, mon défi est de réunir les meilleures conditions pour que la magie opère avec ces élèves-là qui seront devant moi. Et cela passe d'abord par le choix des œuvres. Hein? Et c'est dans ce choix que réside souvent l'étincelle initiale. Pour faire un lien avec la science physique, chaque œuvre a en quelque sorte son énergie potentielle. Hein? Et on peut illustrer cette énergie potentielle avec ce pendule simple. Hein? Dans un environnement sans résistance, le mouvement de ce pendule pourrait se prolonger à l'infini. De même, dans des conditions idéales de réception, l'œuvre seule peut suffire à embraser l'esprit du lecteur et à l'inciter à multiplier les rencontres et les expériences littéraires. Quiconque a un peu lu et enseigné sait que le cerveau d'un lecteur n'est pas un environnement sans résistance. Alors, il suffit à bien peu de nos élèves d'avoir seulement le livre entre les mains pour que la magie opère. Il faut accompagner un peu le mouvement. Mais le mouvement assez prévisible de ce pendule peut nous faire penser aussi à l'évolution de la réflexion sur la lecture, l'étude de la lecture. On a souvent pensé à la lecture comme étant juste la réalisation du texte, hein, du potentiel du texte. Ça nous met déjà en lien avec une difficulté hein, quand on cherche à étudier la lecture. Et je remonte ici à un article de Richard Saint-Gelais qui remonte à déjà 25 ans. Il écrivait dans La lecture erratique, « La lecture est le lieu de ce qui n'a pas de lieu. Essaie-t-on de la saisir, c'est toujours autre chose, semble-t-il, qu'on appréhende, d'où le risque, parfois, de confondre la lecture avec son amont ou son aval. Le texte,
dans le premier cas, les traces de la lecture dans le second. Or, le texte n'est pas la lecture, mais seulement son terrain, son point de départ. Quant aux divers témoignages sur la lecture, c'est déjà autre chose. Ce sont des lectures déjà transformées. La première erreur serait donc de se laisser hypnotiser par ce pendule simple et de penser travailler la lecture en ne s'intéressant qu'au texte. Transformer ce pendule simple en pendule double pour ajouter la variable lecteur à la réflexion a cependant quelque chose de vertigineux, surtout pour l'enseignant qui a 30, 40 sujets lecteurs par classe. Le mouvement est beaucoup moins prévisible, mais nettement plus dynamique. Hein? On est d'accord. Minimiser l'importance de cette variable menace cependant d'alimenter le dialogue de sourds auquel s'est intéressé Pierre Bayard dans Enquête sur Hamlet. Il est difficile, quand on lit certaines lectures d'Hamlet, de croire que les critiques parlent du même texte. Mais c'est qu'effectivement, ils n'en parlent pas, sauf à donner au terme de même une acception si vague qu'il perd tout son sens. Ils parlent à partir d'une œuvre commune, d'un texte devenu pour chacun singulier. Cette singularisation du texte par l'activité du lecteur a été très bien décrite par Jean Belmain-Noël. Alors, je remonte encore à des textes un peu anciens pour faire un historique de la réflexion sur la lecture. Jean Belmain-Noël disait « Baignant dans l'infratexte commun de mon expérience du monde et des êtres, je dégage, je recompose, je compose de nouveau, un peu comme le fait en musique la si bien nommée interprétation. Au bout du compte, je constitue avec et dans ce qu'on appelle une œuvre littéraire, ce trajet de lecture qui seul, peut-être, mériterait d'être appelé texte et qui est tissé par la combinaison fluctuante de la chaîne de ma vie avec la trame des énoncés, une fois pour toutes, combinée par l'auteur. C'est ce qui amène les théoriciens de la lecture, les didacticiens de la littérature à parler de sujets lecteurs et de textes des lecteurs pour s'intéresser à ce qui arrive au texte quand il passe par le cerveau d'un lecteur empirique, un vrai lecteur. Je vous ai donné ici quelques premières de couverture de travaux qui ont marqué un peu l'histoire de la réflexion didactique sur ça. Donc, très influencés par ces auteurs, les travaux des 20 dernières années sur la lecture et sur l'enseignement littéraire invitent à accorder une plus grande attention aux textes des lecteurs et à concevoir de nouveaux dispositifs pour leur donner forme, les approfondir et en faire des points d'appui pour enrichir les expériences de lecture, tout comme les discussions littéraires. Nous le disions un peu plus tôt, l'expérience de lecture dans le cadre d'un cours de littérature ne se fait pas dans un environnement sans résistance. Une fois le livre entre les mains des élèves, le rôle de l'enseignant est alors de les guider dans le processus. Ce qui importe alors, c'est de trouver le bon dosage pour les inciter à s'investir dans la lecture, pour les inspirer sans les étouffer, pour les aider à entretenir une relation vivante et féconde avec les textes. Le problème, c'est que tous les élèves n'ont pas exactement les mêmes besoins au même moment. Pour ajuster au mieux son enseignement, le prof doit se donner les moyens de voir ce que chacun fait du texte et intervenir au bon moment pour entretenir le mouvement sans le freiner. Le phénomène que nous avons sous les yeux avec ce boulier s'explique par le concept de fréquence, de résonance. L'impulsion fournie par le moteur à une certaine fréquence dans cette installation n'est bien adaptée qu'à une seule boule, la verte. La fréquence de cette dernière est déterminée par la longueur de sa corde. Quand les deux fréquences coïncident, chaque nouvelle impulsion vient accroître, dans une certaine limite, l'amplitude du mouvement. Comme chaque élève n'a pas exactement la même fréquence de résonance, si vous me permettez l'analogie, il ne réagira pas de la même manière au même texte ni aux mêmes interventions didactiques. Ce qui est adapté à l'un ne convient pas nécessairement à l'autre et peut même nuire à certains s'il ne l'aurait pas proposé au bon moment ou de la bonne manière. Cette démonstration peut nous rappeler qu'il est facile, quand nous nous concentrons sur la boule qui réagit le mieux à nos interventions, de nous illusionner sur l'efficacité de ces dernières et de croire que les autres ne sont que des paresseuses. C'est pourquoi il devient nécessaire de varier les styles de texte que nous proposons à nos élèves, ainsi que les manières de les aborder pour, en quelque sorte, essayer d'autres fréquences et pour toucher d'autres élèves ou toucher les mêmes élèves, mais d'une autre manière, qui va pouvoir peut-être les toucher autrement. Pour illustrer les effets d'un changement de fréquence, exploitons le tube de Rubens. Pour ce faire, il faut d'abord mettre à contribution un allié de marque, le feu. Y a-t-il d'ailleurs image plus satisfaisante de l'enseignement que celle de la chaleur et de la lumière d'une flamme qui se propage en une multitude de petits foyers qui, à leur tour, éclairent et réchauffent leur environnement? L'esprit humain
écrivait Thomas de Coninck, n'est pas comparable à un vase qu'on en remplit, mais bien plutôt à une matière combustible qu'une étincelle peut enflammer. Enseigner, c'est être un passeur de feu. C'est inviter ceux qui croisent notre route à venir se réchauffer au feu que nous alimentons et duquel nous les invitons à repartir avec de quoi éclairer ensuite leur propre route et allumer d'autres foyers. À quoi ça sert d'être brillant, rappelait avec pertinence Patrice Desbiens, si t'éclaires personne? Hein? Celui qui allume sa chandelle à mon feu ne m'enlève rien, mais contribue à élargir le cercle où l'on y voit un peu plus clair et où il fait bon vivre. N'est-ce pas ça, ultimement, le but de tout enseignement et de toute lecture? Livre et chandelle, écrivait Bachelard, double îlot de lumière contre les doubles ténèbres de l'esprit et de la nuit. Revenons à notre tube de Rubens. En faisant circuler une onde sonore dans ce tube, nous pourrons voir se dessiner l'onde sonore et nous verrons en fait ces flammes réagir à différentes fréquences en fonction des ondes où l'air, sous l'influence de l'onde, se comprimera plus ou moins. Cela nous permettra d'illustrer l'effet d'un changement de fréquence sur les élèves. À une fréquence donnée, on peut voir certaines flammes augmenter leur activité alors que d'autres diminuent la leur. Faisons varier la fréquence. Tout comme ces flammes réagissent plus ou moins à différentes fréquences, mais en suivant la forme de l'onde, il y a tout lieu de penser que les réactions des élèves, malgré leur apparente diversité, pourront tout de même se structurer selon un nombre relativement prévisible de profils dont les différences pourront être exploitées pour dynamiser la relation de chacun au texte et en faire ressortir la polysémie. Avec une musique plus entraînante, nous pouvons même faire danser le feu. Ma cheminée est un théâtre où l'on joue qu'un seul J'ai pris ma place devant la main, c'est un spectacle pour les vieux. J'adore me régaler de flammes, j'ai pris assez de bûches pour ça. C'est moi, reine de jeune femme, mon corps de ballet d'opéra. Alors, tout comme quand une classe s'anime, il faut parfois veiller à rallumer ceux qui pourraient ne pas réussir à suivre le rythme. Une autre manière spectaculaire d'illustrer le phénomène de la fréquence de résonance peut être illustrée à l'aide d'une coupe qu'on soumet à une onde sonore. Quand cette onde correspond à sa fréquence de résonance, la coupe se met à vibrer d'une manière impressionnante, inimaginable selon l'expérience usuelle que nous avons des propriétés du verre. À l'œil nu, il est très difficile d'observer le phénomène. Il faut s'en donner les moyens. À l'aide d'une lumière stroboscopique, à une fréquence légèrement différente de celle de la coupe et de l'onde sonore, il devient possible de ralentir en apparence le phénomène pour nos sens et nous permettre de mieux comprendre ce qui se produit. De même, en classe, il faut parfois ralentir le rythme, ménager des pauses pour se donner les moyens de donner sens à ce mouvement mis en branle par le texte dans l'esprit et le corps des lecteurs. Si nous augmentons le volume, nous pouvons amplifier le mouvement jusqu'à ce que la coupe ne puisse plus supporter une telle intensité. Notons au passage Notons au passage qu'une autre coupe qui n'aurait pas exactement la même fréquence de résonance aurait pu être soumise au même son à un volume encore plus fort et ne jamais connaître un si funeste sort. Rappelons quand même que les élèves ne se brisent pas comme les coupes quand on varie la fréquence. Hein. Vous suivez? On reste dans l'ordre de l'analogie. Hein. Mais cette expérience peut quand même nous faire penser au sujet sensible que nous abordons inévitablement quand nous enseignons la littérature. Les textes que nous choisissons d'étudier comportent souvent des enjeux humains forts. C'est d'ailleurs souvent précisément ce qui nous les fait choisir et ce par quoi nous souhaitons sortir plusieurs élèves de leur indifférence
Franz Kafka écrivait d'ailleurs dans une lettre à son ami Oscar Polak, datée du 27 janvier 1904, qu'on ne devrait lire que les livres qui nous mordent et nous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire? Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Ces mêmes textes que nous choisissons pour sortir certains élèves de leur torpeur ou pour faire vivre des expériences littéraires marquantes qui donneront sens à tout le reste de notre enseignement et de l'expérience littéraire, pour certains, vont toucher des cordes trop sensibles. J'ai le souvenir très net d'avoir été marqué durant mon baccalauréat en littérature par la lecture expressive de Joyeux Noël Julie d'Yvan Bienvenu, que nous avait faite une jeune prof de théâtre. Il était question de femmes qui se vengeaient de leur agresseur à sa sortie de prison. Remué par le texte, je sentais s'ouvrir en moi de nouveaux espaces de réflexion et se développer de nouvelles couches à ma sensibilité. En sortant du local, j'ai aussi été marqué par la vue d'une étudiante, en boule, au fond de la classe, qui était visiblement ébranlée par le texte elle aussi, mais d'une toute autre manière que moi. Cette question des sujets dits sensibles doit évidemment nous préoccuper et nous inciter à aborder ces sujets avec énormément de discernement et de délicatesse. Lorsqu'on aborde de tels sujets, il faut bien sûr être attentif à la manière dont ils sont reçus, tout en étant conscient que bien des choses nous échappent. Il serait néanmoins dommage qu'elle nous incite à aseptiser notre enseignement et à nous plier à une autocensure stérilisante. Nous avons besoin de la littérature et des discussions littéraires pour aborder des sujets difficiles avec la protection que nous offre la fiction. Un bon livre, écrit Catherine Leroux, agit comme ces boîtes perforées à travers lesquelles nous pouvons observer les éclipses solaires sans nous brûler la rétine. Il nous permet de toucher des sujets, des personnes, des situations qui nous blesseraient dans la vraie vie. Il nous permet de revisiter des moments intolérables, de les mettre en question, d'en cerner au moins les contours et de regagner à travers lui notre humanité. Il nous permet de voir plus loin, de rêver, de voyager et d'en émerger, espérons-le, une meilleure personne. L'étude de la littérature joue encore un rôle irremplaçable à l'école dans le développement de la sensibilité, même s'il n'est pas toujours facile de savoir comment faire de la place à cela dans notre enseignement. Dans le cadre d'un colloque qui s'est tenu à Toulouse en 2008, ayant pour thème le texte du lecteur, j'avais proposé la notion d'infratexte, en m'inspirant de Belmanoël, d'infratexte sensible du lecteur pour apporter ma contribution à la réflexion didactique sur la prise en compte de cette dimension de la lecture. En empruntant librement donc la notion d'infratexte à Belmanoël, et surtout par analogie avec les rayonnements infrarouges dont j'avais une compréhension vague, je proposais d'utiliser cette notion pour désigner ce produit de la lecture, cette émanation du lecteur dans sa transaction avec le texte, qui se situe en dehors du spectre visible ou intelligible, mais contribue néanmoins à donner sa chaleur à un texte, à le rendre vivant pour ce lecteur singulier. À l'époque, je ne connaissais pas encore Dominique. Je n'avais pas accès à une caméra infrarouge. Alors voilà de quoi j'ai l'air en caméra infrarouge. Et vous riez, mais regardez ce que vous avez là. Avec son aide, je peux donc donner un peu d'épaisseur à cette idée en vous faisant observer ce rayonnement qu'on sent, qui est signe de vie, bien souvent, mais qu'on ne voit pas d'ordinaire. Ce qu'il est intéressant d'observer, c'est qu'à l'aide d'une caméra infrarouge, il devient possible d'observer ce qui autrement pourrait être dissimulé, comme l'est Dominique sous ce sac. À l'inverse, ce qui laisse parfaitement passer la lumière, comme cette vitre, peut aussi complètement bloquer le rayonnement infrarouge. Retenons de cette analogie que ce qui fait la valeur d'une expérience de lecture pour un sujet, ce qui lui permet de vivre une expérience qui l'engage profondément, peut échapper à ce qu'il en laisse percevoir dans ses travaux scolaires. C'est à nous de proposer des activités qui vont fournir aux élèves l'occasion de donner à voir un peu plus de leur sensibilité, de la sensibilité qu'ils investissent dans leur relation aux œuvres. À défaut de faire de la place à cette dimension de la lecture qui les engage profondément, nous risquons de laisser aux élèves l'impression que la lecture littéraire n'est qu'un exercice scolaire, plus ou moins stérile, qui ne les concerne que faiblement. Il y a aussi tout un travail à faire pour aider les élèves à développer les moyens d'expression qui leur permettront de donner forme et de rendre justice
à la richesse de l'expérience littéraire, imaginaire, intellectuelle et affective qu'ils auront su tirer de l'œuvre lue. Devant la complexité du monde et de nos sensations, que ce soit dans le monde réel ou en réponse à des univers fictionnels, nous nous sentons tous, plus ou moins rapidement, dépassés par nos moyens d'expression. Comme l'illustre très bien cette observation de Maurice Maeterlinck que Robert Musil place en exergue de son roman « Les désarrois de l'élève Torlès ». À peine exprimons-nous quelque chose qu'étrangement nous le dévaluons. Nous pensons avoir plongé au plus profond des abîmes et quand nous revenons à la surface, la goutte d'eau ramenée à la pointe pâle de nos doigts ne ressemble plus à la mer dont elle provient. Nous nous figurons avoir découvert une mine de trésors inestimables et la lumière du jour ne nous montre plus que des pierres fausses et des tessons de verre. Et le trésor, inaltéré, n'en continue pas moins de briller dans l'obscur. Cette difficulté est bien réelle pour celui ou celle qui a un monde intérieur très riche ou une perspicacité hors du commun. D'un autre côté, c'est pas fort bien que l'élève qui ne dit pas grand-chose d'un texte n'ait effectivement pas grand-chose à en dire et qu'il serait un peu vain de l'inciter à en dire davantage. Mieux vaudrait plutôt essayer de l'aider à tirer une expérience plus riche du texte. Pensons à l'expérience qu'on fait d'un texte poétique dans une autre langue. Si on avait à disserter sur un poème en allemand ou en espagnol, peut-être qu'on serait moins inspiré qu'on l'est quand on travaille sur des textes en français. C'est une évidence, mais on a tendance à l'oublier. La qualité de la relation qu'un lecteur entretient avec un texte dépend pour une bonne part de sa familiarité avec le monde de l'écrit, de ses connaissances culturelles, de ses expériences antérieures, bref, de son bagage et de ce qu'il investit dans l'expérience de la lecture. Quand on souffle dans un violoncelle, écrit Bernard Raymond, on ne peut pas s'imaginer qu'on est en train de faire de la musique. Parfois, étant donné la richesse de l'expérience littéraire que nous tirons nous-mêmes d'un texte, que parfois nous avons lu de très nombreuses fois, il peut être difficile de comprendre que les élèves restent indifférents au même texte ou ne perçoivent pas du tout ce que nous y voyons. Comment, en effet, comprendre le point de vue de ceux qui voient les textes en noir et blanc, quand pour nous, ce sont des mondes luxuriants, en 3 dimensions, aux couleurs et aux multiples nuances? Illustrons cette idée en remplaçant l'éclairage de cette salle par la seule lumière de cette lampe aux vapeurs de que cette lampe aux vapeurs de sodium émet dans une région très restreinte du spectre lumineux. Les couleurs que nous percevions dans cette salle il y a quelques instants restent des propriétés des objets que nous ne percevons plus maintenant qu'en nuances de gris. Cela nous permet de comprendre que les propriétés des objets ne déterminent pas entièrement nos perceptions et que la lumière que nous projetons sur eux est tout aussi importante. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ce petit tableau à l'entrée des expériences. Si on projette une lumière, ce qu'on peut faire en classe, les élèves, on peut percevoir des nuances, faire percevoir des couleurs. De même, il ne faudrait pas oublier que toute lumière projette aussi des ombres et que placé devant le même phénomène, nous ne lui donnons pas nécessairement le même sens. Par exemple, nous avons tous déjà vu un arc-en-ciel, mais qui, dans l'arc-en-ciel, peut marquer l'endroit où finit le violet et où commence l'orange? Nous voyons la distinction des couleurs, mais où exactement commence-t-elle à se mêler l'une à l'autre? Au fait, combien un arc-en-ciel compte-t-il de couleurs? Et comment expliquer ce phénomène? Je vais maintenant laisser Dominique approfondir ces questions. Au CDSP, vous l'avez peut-être remarqué, en fait, on aime faire plein de démonstrations et on utilise un peu la démonstration comme vous utilisez le livre en enseignement de la littérature. C'est un lieu de rencontre, en fait, la démonstration entre des auteurs, des histoires, un contexte socio-historique, des idées, mais surtout les humains qui rencontrent ce texte-là ou cette démonstration-là, puis notre quête de savoir, de nous connaître, etc. Par exemple, tu peux revenir d'une. Vous voyez l'album de Pink Floyd ici avec le prisme qui était l'image de notre intervention ici ce matin. Vous avez peut-être déjà vu ça en photo. J'ai vu en vrai, Louis-Philippe a parlé de l'arc-en-ciel. C'est une chose de l'avoir en image, c'est autre chose de l'avoir en vrai. Donc, j'ai ici un projecteur qui va projeter un faisceau sur un prisme et qui va décomposer la lumière sur l'écran que vous allez voir juste ici. Alors, je vous le fais vivre, parce que vivre,
c'est bien différent que d'observer. Et donc, vous observez présentement la décomposition de la lumière. C'est beau, hein? Qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir un peu d'esthétique en sciences? J'ai souvent vu plutôt froide et tout ça. Alors, c'est très beau, mais je repose la question que Louis-Philippe vous a posée. Combien y a-t-il de couleurs dans l'arc-en-ciel? C'est une vraie question, je vous la pose. 7? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres possibilités? 6? OK? Autre chose? Comment? Une infinité. Intéressant, hein? Donc là, la question à se poser, ce serait, c'est quoi les critères qui nous permettent de déterminer combien il y a de couleurs? Il pourrait y avoir effectivement une infinité. Newton, si tu peux remettre le PowerPoint, Vincent, s'il te plaît. Newton en a vu, et tu peux changer la slide, Newton en a vu dans son expérience, alors il a fait des expériences en 1666. Il y a un dessin ici. On montre sur l'image, vous voyez la lumière du soleil qui arrive par une fenêtre, qui est bloquée, il fait noir, ça passe dans un prisme, et ça va sur l'écran, et on voit qu'il a dessiné 5 ronds. Il voyait 5 couleurs. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Dans sa publication de 1704, il va plutôt dire qu'il y avait 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, comme la plupart de vous aviez probablement dit ici, parce qu'on la représente comme ça aujourd'hui. 7, pourquoi 7? Parce que ça faisait beaucoup plus de sens, c'était plus cohérent. Il y a 7 notes dans la gamme pythagoricienne. Il y a 7 planètes dans le ciel. Il faut se remettre à l'époque. Les planètes, ça vient du grec planétes, qui veut dire astre errant. Si vous regardez le ciel, il y a 7 points lumineux dans le ciel qui ne font pas comme toutes les autres. Le Soleil, la Lune, Jupiter, Saturne, Mars, Vénus et Mercure. 7 qui ont donné lieu au nom des jours de la semaine. Et qui, bon, dans la Bible, on dit que Dieu a fait la création en 7 jours. Donc, tout ça, c'est cohérent. Il y a une grande cohérence dans l'œuvre de Newton, parce que c'est lui qui, en 1686, a publié un traité, le Principia Mathematica, qui réunissait tout ce qui se passe dans le ciel en termes de dynamique des planètes et tout ça, et ce qu'on pouvait dire de la dynamique de ce qui se passe sur Terre. Avant, c'était séparé. Il y avait quelque chose qui se passait dans le ciel, c'était très différent de ce qui se passe sur la Terre. Newton, en tant que grand scientifique, certains diront le plus grand scientifique, a unifié la dynamique du ciel et la dynamique de la Terre en invoquant les masses, les forces et tout ça. Toujours est-il que donc, dans son idée d'unifier les choses, 7 faisait du sens. Maintenant, comment est-ce qu'on expliquait ça à l'époque? En 1666, Newton explore ça, puis l'idée pour expliquer le phénomène ici, c'est que la lumière blanche qui vient du ciel, elle est pure, puis quand elle passe à travers un prisme bassement matériel, ça corrompt la lumière. Elle devient impure. Les couleurs, c'est donc de la lumière impure. Pour explorer cette idée, Newton va faire plusieurs expériences, dont celle-ci plutôt classique. Il va réunir chacune des couleurs de l'arc-en-ciel. Est-ce que j'avais... Il me semblait avoir plutôt préparé ça, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah, voici. Je vais vous le faire comme ceci. On voit toutes les couleurs, donc, les 1, 2, 3, 4, 5, oh, 6, il en manque une. Où est-ce qu'elle est? Elle est peut-être par-dessus une autre. Bon, toujours est-il que vous voyez le principe. On prend chacune des couleurs et il va les réunir en une seule place. Si, comme les idées qui étaient véhiculées à l'époque sont vraies, prendre de la lumière corrompue puis la mettre tout ensemble, ça ne devrait pas faire quelque chose de particulièrement pur. Pourtant, quand on prend chacune des couleurs et qu'on les superpose, on se retrouve avec de la lumière blanche et donc pure. Cette expérience plutôt cruciale va remettre en question les idées de l'époque et va faire dire à Newton qu'en fait, les prismes ne sont pas quelque chose qui corrompt la lumière, mais que les couleurs sont déjà incluses dans la lumière blanche au départ et que les prismes ne font qu'étaler ces couleurs ou les rendre perceptibles. Il va même proposer, sur la base de sa théorie de la gravitation, des forces qui agissent entre les masses, proposer que les différentes couleurs sont en fait des particules de masse différentes, qui sont donc affectés par la gravité, la masse du prisme, quand ils arrivent très proches, ces particules de lumière, sont affectés par le prisme et donc vont être déviés avec un angle différent pour donner l'arc-en-ciel en question que vous avez vu tout à l'heure. Donc, on change notre vision de comment fonctionne la lumière, de qu'est-ce qu'est la lumière. Et puis, il faudra attendre encore 100 ans avant que notre idée change. Parce que aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la lumière comme quelque chose qui a une longueur d'onde, une fréquence, ce qui explique d'ailleurs les couleurs, les différentes couleurs. Il va falloir attendre 100 ans, donc en 1800, les expériences s'accumulent, difficilement explicables par la théorie particulière de la lumière de Newton, et on va changer pour une théorie ondulatoire. Einstein, en 1905, change encore la donne. On revient avec une idée particulière. Il montre
avec l'effet photoélectrique que pour interpréter cette expérience de l'effet photoélectrique, il faut imaginer que la lumière, c'est des grains d'énergie. 20 ans plus tard, en 1925, on met en place la mécanique quantique qui invente un nouvel objet pour expliquer le phénomène lumineux, le photon. Un objet quantique qui n'est ni une particule, ni une onde, mais qui, dans certains cas, dans certains dispositifs expérimentaux, se comporte comme une particule, puis dans certains autres dispositifs expérimentaux, se comporte comme une onde. Ça nous montre comment, quand on explore le monde qui nous entoure, de la même façon que quand on explore une œuvre, on peut y voir toujours plus avant des nuances. Puis des fois, ça nous apporte dans un lieu complètement insoupçonné. De cette démonstration sur la composition de la lumière, à propos de laquelle il y aurait sans doute encore beaucoup de choses à dire, retenons cette idée que pour comprendre un phénomène complexe, qu'il soit physique, social ou littéraire, il faut le styliser à travers une théorie qui en fait ressortir les propriétés les plus importantes et intègre ces dernières à un tout cohérent, qui évolue, qui se transforme par la discussion, par la réflexion, et ces théories doivent aussi être mises à l'épreuve et débattues pour éviter qu'elles ne deviennent source d'erreurs. La littérature et science, en somme, sont des manières différentes mais complémentaires d'amener l'être humain à raffiner ses représentations du monde, des autres et de lui-même, d'entretenir sa curiosité et de maintenir sa pensée en mouvement entre nous. J'ajouterais que la littérature a comme atout supplémentaire de ne pas exclure par principe les sentiments et les émotions, mais au contraire, de les inviter à la table et de contribuer même au développement de la sensibilité. C'est ce qui servira de transition vers notre prochaine conférence, la vraie conférence d'ouverture, dont nous n'étions qu'une modeste première partie, qui va être faite par Bruno Lemieux. Merci.